Bonjour, bon début de semaine, bon lundi et bienvenue à la quotidienne agricole et agroalimentaire. C'est sans surprise que nous accueillerons toute l'équipe de l'Institut Jean Garon ce midi puisque les lundis sont consacrés à l'Institut et à cette mission de vous en apprendre un petit peu plus sur l'agriculture, l'agroalimentaire. Je parle de toute l'équipe, en fait c'est l'un des coprésidents de l'Institut, Guy Debailleul, qui est avec nous aujourd'hui et le porte-parole de l'Institut, Simon Bégin. Il sera dans un petit moment. Je me nomme Éric Bernard, coordonnateur des contenus numériques pour l'Institut Jean Garon et c'est avec grand plaisir que j'ai l'honneur de mettre la table ce midi pour vous proposer le menu de notre lundi. Le 16 octobre dernier a marqué la Journée mondiale de l'alimentation. Elle est organisée à chaque année par les Nations unies. Cette journée revêt cette fois, bien sûr, un caractère particulier en raison de la pandémie qui, on le verra aujourd'hui, est en train de créer une grave crise alimentaire dans plusieurs régions du monde. Afin de souligner cet événement et élargir notre réflexion sur l'agriculture de demain, l'Institut Jean Garon a pensé inviter un porte-parole d'Oxfam Québec, dont, soit dit en passant, la directrice générale, Mme Denise Burns, est marraine de l'Institut. Guy Debailleul et Simon Bégin reçoivent aujourd'hui Simon Laflamme. Il est chargé de programme environnement et changement climatique pour Oxfam Québec. Allons de ce pas retrouver Simon dans le grand studio, le Garon TV Studio, qu'on appellera. Simon, c'est magnifique aujourd'hui. Bonjour. Ben oui, bonjour Éric. Merci pour le changement de décor. Très bel environnement, Je très remarque accueillant. par ailleurs que l'image est une image de la Suisse. Peut-être que la semaine prochaine, on s'arrangera pour une belle image du Québec. C'est noté, M. Bégin. Monsieur Laflamme, merci de vous joindre à nous au nom d'Oxfam Québec. Alors, en entrée de jeu, est-ce que vous pourriez nous décrire brièvement ce qu'est Oxfam Québec et un peu le rôle que vous y jouez? Oui, d'abord, merci pour l'invitation. Donc, Oxfam Québec, c'est une organisation de coopération internationale qui a une programmation très diversifiée, dont la mission vise à éradiquer la pauvreté dans le monde et combattre les injustices qui sont à la base de cette pauvreté. Si on regarde au niveau de l'enjeu de la sécurité alimentaire, on a différents axes d'intervention. On peut penser d'abord à l'humanitaire, qui est le premier qui vient en tête de la plupart des personnes quand on parle d'aide internationale. Donc, c'est une partie des interventions d'Oxfam Québec. Dans la situation actuelle de COVID, on a quelques interventions pour justement aider les populations qui sont prises avec des problèmes d'insécurité alimentaire en raison du COVID, soit parce qu'ils sont limités dans leurs mouvements en raison des nouvelles conditions sanitaires ou plus globalement parce qu'ils subissent les contre-coups économiques de la COVID. Ensuite, on peut penser aux interventions en développement, donc plus spécifiquement des projets qui visent à améliorer les moyens d'existence, les conditions de vie des populations locales avec des résultats qui sont recherchés plus à long terme. Puis finalement, également, de plus en plus, Oxfam et Oxfam Québec entreprennent des actions de plaidoyer et d'influence pour, avec également comme fin, combattre l'insécurité alimentaire. Donc, on peut penser, par exemple, l'appel, le relayement qui s'est fait de l'appel des Nations unies à financer la réponse humanitaire à COVID. Donc, présentement, la réponse des bailleurs de fonds internationaux est nettement insuffisante. Donc, Oxfam Québec contribue à relayer ce message pour sonner l'alarme. Également, il y a dans plusieurs projets, il y a du plaidoyer local qui se fait auprès des organisations locales, des gouvernants, des autorités locales pour adopter des normes, des mesures, également des lois qui sont plus favorables à l'agriculture résiliente au climat ou à l'accès des populations les plus vulnérables aux moyens de production, aux ressources, aux terres, etc. Vous l'avez mentionné, la COVID crée une situation particulière. Les Nations unies ont même lancé un cri d'alarme à l'effet qu'une famine est imminente dans plusieurs pays. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples plus précis de cette situation? Oui, tout à fait, vous avez raison. Donc, selon le Programme alimentaire mondial, plusieurs pays ont connu une hausse des situations d'insécurité alimentaire sévères. On peut penser à 7 pays en particulier qui, à eux seuls, regroupent 55 millions de personnes présentement en situation d'insécurité alimentaire. Parmi eux, le Yémen,
la Somalie, le Burkina Faso, Nigeria, plusieurs pays en Afrique subsaharienne, entre autres. Puis ce qu'on remarque, c'est que plusieurs de ces pays qui sont les plus touchés étaient déjà en situation vulnérable avant la COVID. Donc, vivaient des situations parfois de sécheresse ou d'autres événements météorologiques extrêmes dus au changement climatique. Donc, ça peut être autant des sécheresses, mais également des inondations très subites, très fortes qui causent l'érosion des sols, entre autres. Puis également des situations de tension géopolitique qui augmentaient les violences dans les différentes régions. Donc, c'est souvent les régions qui sont les plus affectées, qui subissent le plus les contre-coups de la COVID présentement, puis avec les restrictions qu'entraîne COVID, entre autres l'impossibilité des populations locales de vendre leurs aliments dans les marchés, qui souvent sont fermés. Ça a fait seulement exacerber les situations qui étaient déjà critiques au départ. Alors oui, alors merci. Monsieur de Bailleul, à vous la parole. Ou allô? Monsieur de Bailleul, est-ce que vous m'entendez? Guy a coupé son micro. Va joindre à nous dans un petit moment. Juste le temps de... Oui, désolé pour cette erreur technique. Bonjour, Monsieur Laflamme. Je voulais souligner le fait que Oxfam est naturellement tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire principalement vers les pays en développement, mais Oxfam intervient aussi au Québec. Et je sais qu'il y a par exemple des actions de sensibilisation des jeunes aux grands enjeux du développement international. Alors, si on s'intéresse à la situation du Québec, vous venez de nous parler de l'aggravation de la situation alimentaire associée à la pandémie dans plusieurs régions du monde. À votre connaissance, est-ce que, même si évidemment cette situation au Québec n'a rien de comparable avec ce que vous venez de décrire, est-ce qu'il vous apparaît que la pandémie a contribué à aggraver le problème de la faim au Québec? Oui, tout à fait. Vous avez raison de le mentionner. J'entendais récemment que les banques alimentaires sont plus sollicitées que jamais. Et donc, plusieurs personnes au Québec, au Canada, sont dans des situations où il y avait des emplois précaires ou qui ont dû abandonner leur emploi en raison des nouvelles mesures sanitaires et faire appel à des banques alimentaires. C'est beaucoup les personnes qui étaient dans des situations, encore là, c'est le même patron qui se répète, beaucoup les personnes qui étaient dans les situations les plus vulnérables, qui ont vu leur situation empirer. Donc, les personnes qui sont sur des emplois de première ligne ou qui travaillent dans les services surtout, qui déjà au départ ont des salaires plus bas, mais qui également, avec la COVID, vivent les contre-coups de plein fouet des mesures sanitaires qui sont mises en place. Donc oui, vous avez raison de le mentionner. Puis COVID permet de mettre en relief l'importance de systèmes alimentaires qui sont résilients, qui sont solidaires également pour venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin. Oui, à ce sujet-là, d'ailleurs, comme vous le savez, depuis des décennies, sinon plus, les experts, les gouvernements s'interrogent sur les systèmes agricoles qui seraient les plus adaptés pour venir à bout de ce problème de la faim dans le monde. Et est-ce que vous estimez que les modèles agricoles qui sont plus dominants chez nous, c'est-à-dire ceux qui s'appuient sur la culture intensive, dans la monoculture, sur des fermes de grande surface, sur l'utilisation massive d'intrants ou de machinisme, constituerait une solution pour les pays en développement pour améliorer leur situation alimentaire? C'est une question qui est tout à fait cruciale. Je crois que la réponse courte, c'est essentiellement non. Ce sont des systèmes qui sont répliqués de façon souvent uniforme partout là où cette agriculture est pratiquée. Donc, souvent, les mêmes semences qui sont utilisées, peu importe le contexte local. Je parle du contexte climatique, mais également du contexte social, culturel. Donc, déjà, ça pose un problème par rapport à l'adéquation du système avec
l'écologie locale, avec la façon de fonctionner également des communautés locales qui ont une forme d'organisation qui est un peu plus axée sur les coopératives dans certains pays. En fait, la question de savoir si ça peut être appliqué, c'est une question qui est déjà qui est pas seulement hypothétique ou rhétorique, parce que dans plusieurs pays, il y a des incitatifs qui sont très forts pour que les agricultrices, les agriculteurs se tournent vers des solutions clés en main, adoptent des semences, par exemple de maïs en Afrique, là où le maïs n'est pas une culture qui traditionnellement était très, très pratiquée, pas autant que présentement. Donc, il y a une application de semences qui sont achetées, qui sont souvent subventionnées par les gouvernements nationaux, sous l'influence, sous le lobby de projets parfois de coopération ou de fonds d'aide internationaux qui poussent les gouvernements nationaux à subventionner ces intrants-là. Mais malheureusement, comme certains rapports l'ont démontré, entre autres un rapport qui s'intitule False Promise, donc les fausses promesses, qui démontrait que le modèle d'agriculture intensive qui est un peu calqué sur la révolution verte, dans cette idée d'avoir une plus grande intensification à partir de monoculture, a mené à une hausse marginale de productivité. Mais cette hausse de productivité est essentiellement due aux nouvelles terres qui ont été mises en semis, qui ont été ensemencées, tandis que des cultures qui fournissaient un grand apport nutritionnel, qui fournissaient également une plus grande résilience face aux fléaux climatiques. Donc, on peut penser entre autres au millet et au sorgho en Afrique. Ces cultures-là sont peu à peu délaissées par les populations qui sont appuyées par des projets qui visent une plus grande intensification. Puis malheureusement, avec la disparition ou l'appauvrissement des écosystèmes naturels qui accompagnent souvent cette agriculture-là, il y a une moins grande défense contre les parasites, les phytoparasites, donc les insectes qui s'attaquent aux cultures, ce qui augmente la vulnérabilité dans le long terme de ces populations-là plutôt que de la diminuer. Et cette critique que l'on peut faire à l'exportation d'un certain nombre de modèles agricoles intensifs qui viendraient des pays du Nord, est-ce qu'on ne peut pas l'étendre aussi à un certain nombre de politiques agricoles qui sont menées dans les pays du Nord et qui peuvent avoir comme effet d'exporter vers des pays en développement des produits à bas coût qui viennent concurrencer l'agriculture locale? Oui, tout à fait. Plusieurs pays subventionnent à grands coûts leur agriculture, en Europe, aux États-Unis également, dans plusieurs pays occidentaux. Puis on se retrouve face à des situations un peu absurdes, par exemple en Afrique ou en Afrique de l'Ouest, entre autres au Bénin, où on a travaillé sur un projet où le poulet local était très peu prisé par la population urbaine, parce que dans les grandes villes, le poulet était majoritairement importé de l'Europe. Donc, ça diminue beaucoup le potentiel de renforcement économique des populations rurales les plus vulnérables, en particulier de ces pays-là. Même chose pour le riz qui est importé de plus en plus des pays d'Europe. Puis si je prends un exemple avec lequel je suis plus familier car j'ai travaillé au Pérou, le Pérou qui pourtant cultive presque 4000 variétés de pommes de terre. Certains restaurants l'équivalent un peu du Saint-Hubert ici, des restaurants qui font du poulet à la braise, importent des pommes de terre de l'extérieur. Parce que la forme de la pomme de terre est plus uniforme. Mais en fait, c'est une grande perte pour le patrimoine et également la résilience, le potentiel d'adaptation face aux changements climatiques à venir. Et à l'inverse, on a l'impression qu'on a assisté depuis un certain temps, dans certains pays en développement, à
au développement ou même à la réhabilitation de systèmes de production agricole plus résilients ou qui soient moins exigeants en ressources. Est-ce que nous, à l'inverse, on pourrait s'inspirer de certains de ces modèles agricoles plus résilients dans les pays du Nord et au Québec en particulier? Oui, en effet, il y a plusieurs initiatives dans plusieurs pays du Sud qui visent à mettre en valeur les systèmes de semences locaux. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur un projet au Pérou qui visait à redonner le pouvoir aux agriculteurs, agricultrices d'échanger dans les marchés leurs propres semences, qui souvent détiennent les clés des problèmes que des semences modifiées peuvent chercher à résoudre. Souvent, c'est présent. Les solutions se trouvent dans le matériel génétique qui peut être présent localement. L'agroécologie également a des principes qui valent la peine d'être explorés, mais qui doivent être adaptés au contexte local. Du côté d'Oxfam Québec, on a appuyé des initiatives de permaculture dans les territoires palestiniens occupés, où face à une situation où les femmes ont moins d'opportunités économiques, une situation également où il y a une carence d'eau, une redistribution des ressources en eau qui est inéquitable entre le peuple palestinien puis le peuple israélien. On a promu un système en permaculture qui est dénommé agriculture en lasagne, donc qui permet de faire d'agriculture en appliquant plusieurs couches sur le sol, en fait, des couches de litière, de paillis, de matériel organique. J'ai pas la recette exacte en tête, mais l'idée est de pallier le manque de fertilité des sols, également pallier le manque d'eau. Donc, à partir de cette composition des sols, on peut mener une agriculture qui demande moins de ressources, qui permet de régénérer dans une certaine mesure les ressources en sol et en eau qui sont peu abondantes. Puis, bien qu'au Québec, on n'ait pas de problème aussi criant de manque d'eau, plusieurs de ces techniques-là peuvent inspirer ce qui se fait ici. Également, des modèles économiques sont peut-être plus axés sur de l'approvisionnement local. Par exemple, dans plusieurs pays du Sud, les foires ou les marchés locaux sont très nombreux. Puis permettent d'ajouter une dimension sociale, culturelle à la sécurité alimentaire. Donc, que ce soit pas seulement un rapport anonyme avec un rayon de supermarché, mais vraiment permettre de connaître les producteurs, permettre d'échanger. Je crois que c'est des idées qui peuvent facilement inspirer notre relation avec la nourriture, avec la production agricole. Au Québec, effectivement. C'est très, très prometteur d'une certaine façon. Si on revient maintenant aux conditions de votre action, la possibilité pour Oxfam Québec de mener tous ces projets et s'appuie évidemment sur tous les volontaires d'Oxfam qui vont ainsi dans différents pays, mais ça suppose aussi un financement et un soutien de la part de la population. Est-ce que vous auriez l'impression que la pandémie aurait tendance à provoquer en quelque sorte un repli sur soi dans notre société et à accorder moins de préoccupation pour ce qui se passe dans les pays en développement et éventuellement avoir des conséquences sur le financement des organismes de coopération? C'est définitivement un risque. Puis il faut souligner, au Canada, on dépend beaucoup des fonds qui sont accordés par le gouvernement fédéral surtout, mais également les différents ministères au Québec ont des portefeuilles pour des petits fonds pour des projets internationaux. Je crois que c'est important que la population exprime le besoin d'appuyer les populations qui sont le plus dans le besoin au nom
au nom de la résilience dans le futur. Donc, aider les populations à faire face aux effets actuels immédiats de la pandémie, mais dans le plus long terme également, il va y avoir des grands défis posés par les changements climatiques, la crise écologique. Je crois que si on fait savoir à nos décideurs publics que c'est important d'appuyer ces initiatives-là, ça a des effets ensuite sur le financement. Puis le Canada investit en aide internationale, mais au niveau des pays du G7, elle n'est pas le pays qui investit le plus au prorata en proportion de son PIB. Donc, un manque à gagner en termes d'engagement, par exemple, suite à l'accord de Paris. Des engagements pour aider les populations à s'adapter aux effets des changements climatiques, puis surtout à financer des projets en agriculture. On est nettement en dessous de ce qui serait la part, la contribution, la juste part du Canada dans ces enjeux-là. Donc, c'est important de ne pas perdre de vue, de ne pas se laisser emporter par un repli sur soi. Évidemment, on fait face à une situation qui est très difficile et ici, ça dure longtemps, mais par rapport à des problématiques qui vont être empirées par les changements climatiques, par la crise écologique, puis surtout par justement tout ce qui peut s'en suivre du réflexe de protectionnisme. Je pense que c'est important de demeurer vigilant. Oui, en ce qui concerne le soutien à l'agriculture en particulier, il y a déjà un certain nombre d'années qu'un rapport de la Banque mondiale avait montré qu'au fil des années, la part de l'aide au développement qui allait à l'agriculture avait eu tendance à baisser. Et donc, ça renforce un peu l'urgence dans ce domaine. Pour le moment, est-ce que vous avez des indications que les gouvernements, soit provinciaux, soit fédéraux, seraient tentés de se montrer moins ouverts au soutien au développement international? Non, je ne serais pas dans une situation pour vraiment vous dire s'il y a moins d'engagement. Moi, je ne suis pas très au fait j'ai des collègues qui seraient mieux en mesure de répondre à cette question-là. On a des contacts fréquents avec les différents bailleurs de fonds, dont Affaires mondiales Canada. Je sais qu'Affaires mondiales Canada a permis des ajustements à des projets agricoles, des projets qui appuyaient la production agricole pour pouvoir s'ajuster aux effets de la COVID. Nous, on demande de vraiment mettre l'accent sur des interventions également qui sont pas juste en réaction à des crises humanitaires, mais qui permettent vraiment de construire dans le long terme une capacité de résilience qui se traduira autant par l'absorption des chocs au moment où ils surviennent, mais également construire l'adaptation à travers la formation des personnes qui peuvent le plus qui sont les plus importantes pour la sécurité alimentaire dans les différents pays. Donc, c'est important de faire savoir à nos décideurs, au gouvernement, que ça nous tient à cœur, que c'est pas seulement une réponse dans l'immédiat par rapport à les urgences, mais que c'est vraiment un besoin de construire des capacités qui vont être plus durables, qui vont permettre à des populations, entre autres, en particulier aux femmes, d'avoir accès aux terres, avoir accès aux ressources de production comme les semences, les intrants, que ce soit des intrants biologiques ou conventionnels. Il y a un accès très inégal entre les femmes et les hommes. Dans les pays du Sud, les femmes également sont plus souvent liées à la production pour l'autosuffisance alimentaire, tandis que les hommes, le plus souvent, même au sein de la même parcelle familiale, vont davantage cultiver des cultures qui sont plus rentables. Le mot m'échappe, mais des cultures qui rapportent plus d'argent pour ces hommes-là. Donc, c'est important également de travailler en faveur d'une plus grande justice, d'une plus protagonisme des femmes, des jeunes également, qui en grand nombre quittent les communautés rurales pour aller vers les villes en reconnaissant pas
quelque chose qui leur convient en termes de futur, donc qui voudraient entreprendre des initiatives axées sur les nouveaux modèles agricoles, mais s'ils n'ont pas l'appui, que ce soit à travers les projets d'organisations comme Oxfam ou à travers les gouvernements locaux, s'ils ne voient pas qu'ils ont l'appui pour aller de l'avant, ils vont émigrer en grand nombre vers les villes, les centres urbains dans les différents pays. Puis tout ça va être une perte pour la sécurité alimentaire mondiale. Écoutez, j'aimerais peut-être vous poser une petite question. Tantôt, vous avez mentionné que le Canada ne répond pas à l'attente à ce qu'on serait en droit d'attendre comme effort. Qu'en est-il du Québec dans l'ensemble canadien? Est-ce qu'au Québec, on se montre un peu plus généreux? Est-ce qu'on a une place enviable à ce niveau-là? Je me sens un peu outillé pour répondre à cette question-là. Le Québec a quelques fonds liés, entre autres, aux interventions humanitaires, mais ça serait certainement davantage mes collègues en humanitaire qui seraient plus en mesure de vous dire si la contribution du Québec est proportionnelle aux engagements. Ça, je ne peux pas vous répondre. Oui, d'une manière générale, Simon, je pense que pour ce qui est des actions de développement proprement dites, c'est plus le fédéral qui intervient dans les financements. Tout à fait. Un gros défi d'ailleurs, à la lumière de 20 ou 30 ans d'observation des politiques de développement, c'est celui de convaincre les agences gouvernementales de la nécessité de financer des actions à plus long terme que celui sur qu'elles ont tendance à privilégier, quelquefois pour des considérations peut-être électoralistes. On ne peut pas changer les choses avec des projets de 2 ou 3 ans lorsqu'il faut intervenir pendant 6 ou 7 ans. C'est très dur. C'est surtout difficile de mesurer des changements sur cette période de temps-là. C'est souvent impossible sur 2-3 ans, effectivement. En conclusion, j'aurais envie de vous demander, Monsieur Laflamme, à l'échelle du citoyen québécois, en dehors de la possibilité de participer financièrement à des opérations de soutien, qu'est-ce qu'on peut aussi s'attendre à ce qu'il fasse? Je pense qu'il y a plusieurs groupes au Québec. On est chanceux de plusieurs groupes qui s'intéressent à la question de l'agriculture de proximité, l'agriculture biologique, dans les villes également, l'agriculture urbaine. C'est des initiatives qui sont qui peuvent être très motivantes, surtout pour les jeunes, mais également pour la population en général. Informez-vous par rapport aux options qui existent pour avoir accès à des paniers ou des aliments qui sont cultivés à proximité de chez vous. Il y a de plus en plus également de marchés dans les petits centres, dans les petits villages du Québec, de plus en plus de marchés qui, en été, opèrent une fois par semaine. Puis finalement, faites savoir à vos représentants que la situation de l'insécurité alimentaire, qui actuellement est encore plus grave à cause de la COVID, faites savoir que c'est important pour vous. Je pense que c'est parmi les principales actions qui peuvent contribuer. Merci. Alors, c'est déjà le temps. Merci. Simon, oui. Je vous laisse le soin de la conclusion. D'accord. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier beaucoup, M. Laflamme. J'espère que notre émission va contribuer à sensibiliser davantage les Québécois à l'importance de regarder au-delà de la COVID ce qui se passe ailleurs dans le monde et l'importance de la solidarité internationale. De toute façon, sur le site de l'Institut, vous pourrez trouver les coordonnées d'Oxfam Québec pour soit vous impliquer, soit faire parvenir un don. Et comme l'a souligné M. Laflamme, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à sensibiliser les autorités, si vous pouvez le faire, à l'importance d'avoir un regard global, même si présentement la situation chez nous est assez préoccupante. Alors, c'est un rendez-vous à la semaine prochaine. Alors, Éric, peut-être pour les coordonnées de nos autres émissions, je te laisse la parole. Merci, Simon Bégin, porte-parole de l'Institut Jean Garon, et Guy Debailleul, coprésident. Michel Saint-Pierre, l'autre coprésident de l'Institut, est prêté à la vie agricole. Demain midi, c'est notre prochain rendez-vous, toute l'équipe de la vie agricole, pour les mardis, mercredis et jeudis. Vous en apprendrez beaucoup. C'est notre pari, notre mission ici sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Voilà pour cette émission. Ici Éric Bernard, coordonnateur des contenus numériques pour l'Institut Jean Garon et la vie agricole. Merci d'avoir partagé ces contenus sur nos plateformes, nos réseaux sociaux, et salutations
également aux auditeurs de la radio, le 88.7 dans Port-Neuf sur Choc FM. À demain dès midi. Bon, écoute.